Culture Média. Philippe Vandel. Avait-il prévu la catastrophe ou au contraire n'avait-il rien vu venir? Pensait-il que ce petit moustachu deviendrait le dictateur qu'on connaît ou ne voyait-il en lui qu'un chef de bande énervé? Nous sommes à la fin des années 20, au début des années 30. L'Allemagne subit la crise et le chômage de plein fouet et un tout jeune politicien fait son apparition sur la scène publique, Adolf Hitler. Journalistes et correspondants du monde entier sont sur place pour scruter l'avenir et le présent de l'Allemagne. Ils racontent l'histoire qui est en train de se faire sous leurs yeux. Que nous disent ces articles et ces témoignages étrangers de l'avènement de la dictature nazie? Quelle était la vie en Allemagne avant l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler et la création du Troisième Reich? C'est ce que racontent des gens comme Joseph Kessel, Mac Orlan ou une journaliste américaine qu'il avait interviewée en 1932, Dorothy Thompson, et c'est l'objet d'un documentaire passionnant qui retrace donc la montée en puissance du nazisme du point de vue de la presse. Bonjour Jean Bulot. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce doc, il s'appelle Avant la catastrophe, il sera diffusé vendredi à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire. Pour commencer, quel a été le point de départ de ce documentaire qui nous a beaucoup intéressé grâce à son angle si singulier? Alors le point de départ pour ce documentaire, c'est à peu près les questions que vous avez posées au tout début. Il y avait une date importante qui est importante dans la mémoire collective, c'est le 30 janvier 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais ce qu'il y a avant, c'est presque un angle mort. On raconte très peu ce qui s'est passé avant et pourtant, c'est l'événement, c'est tout ce qui se passe avant qui fait que Adolf Hitler devient chancelier. Et pour raconter cette histoire, vu que c'est une histoire qui a 90 ans, il me fallait des témoins. Mais les témoins n'existent plus, et donc j'ai été chercher des témoins de papier, comme je dis dans le doc. Et donc c'est en feuilletant la presse. Et comment j'ai eu cette idée? Alors il y a deux origines. La première, ça a été la découverte dans une compile d'articles de Joseph Kessel, que Kessel était sur place en 1932, qu'il était au meeting d'Hitler et qu'il avait raconté pour un journal très important à l'époque, Le Matin, toute l'élection présidentielle. Et le deuxième axe, ça a été, le deuxième source, ça a été le livre de Daniel Schneiderman, 1933, où il vient sur l'après, mais où il se pose ces questions-là sur la fabrique médiatique, sur comment la presse internationale avait raconté, mais la dictature nazie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la chute de la République. Comment une république meurt et comment on la raconte. Daniel Schneiderman commande une émission média, je le précise, qui est le fondateur et le patron du site Arrêt sur Image, et qu'on voit aussi dans votre documentaire. Alors, on va entendre l'un des témoignages les plus édifiants de ce doc. Il s'agit d'une interview, un entretien avec Adolf Hitler, fait par la journaliste américaine Dorothy Thompson. Elle n'était pas correspondante permanente en Allemagne, elle y faisait des allers-retours. Elle rencontre Hitler en mars 1932 et elle publie un article pour le New York Post intitulé « I saw Hitler », j'ai vu Hitler. On écoute la lecture, évidemment, de son papier. Lorsque j'ai pénétré dans le salon d'Adolf Hitler, j'étais persuadé que j'allais rencontrer le futur dictateur de l'Allemagne. En moins d'une minute, je fus convaincu du contraire. Il est incohérent, jacasseur, ne tient pas en place, manque d'assurance. Ses gestes sont maladroits, manque presque de dignité et n'inspire certainement pas le respect. Seuls ses yeux sont remarquables, gris, sombres, exorbité. Il brille de l'éclat particulier qui distingue souvent les génies, les alcooliques et les hystériques. Quelle a été la réaction d'Adolf Hitler à la lecture de cet article, car il se l'est fait traduire évidemment? Il n'est pas content du tout. Et ça sera même l'une des raisons, après son arrivée au pouvoir, de l'expulsion de Dorothy Thompson en 1934. Mais c'est en fait une image qui lui colle à la peau dans la presse internationale. Beaucoup de personnes qui ont rencontré Adolf Hitler ou qui ont suivi ses meetings, ils étaient très près en fait de l'homme finalement. Très près géographiquement ou très près idéologiquement? Non, géographiquement. Très près géographiquement. Il était à côté. Ils étaient à côté finalement lors des meetings. Ils les voyaient. On met les journalistes. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Et ils sont près de la scène pour entendre ce que va dire l'orateur. Et ils le voient gesticuler et il est bizarre. Il est bizarre. Mais il y a une différence avec Dorothy Thompson et par exemple Kessel. On en revient au début, c'est que Kessel, il le raconte aussi au tout début dans ses premiers articles, il a la même lecture finalement de cet homme un peu étrange, qui fait des grands gestes et on ne comprend pas vraiment ce qu'il souhaite raconter, mais il parle aux émotions. Et donc il décide d'aller dans la foule, d'aller avec les gens
écouter Adolf Hitler. Et c'est là où il y a une différence, que là, il comprend comment ça agit sur la foule et comment ces mots ont pu aussi persuader une partie de l'Allemagne. Dans le doc, on apprend ceci, dans votre doc, Hitler dira « Vous avez bien ri et vous ne riez plus maintenant, une fois qu'il aura accédé au pouvoir ». Vous en parliez, on est en 29, plutôt vous parliez de l'intérêt que portait Kessel et d'autres journalistes français. Il n'avait en 29, Hitler, que 12 députés au Reichstag, et pourtant la presse française s'intéresse beaucoup à lui et à la situation allemande. Pour quelle raison ? Parce que c'est un pays voisin, parce que on était en guerre contre eux, la France était en guerre contre eux entre 14-18. La France a envahi une partie de l'Allemagne en 23, et ça intéresse. Il y a les dommages de guerre à payer. Alors il faut le dire, vous le citez, la presse écrite à l'époque, c'est complètement dingue. C'est des chiffres que font la radio maintenant. Il y avait 5 millions d'exemplaires, rien qu'en 5 journaux, le matin, le Petit Parisien, le journal, le Petit Journal et l'Écho de Paris. Donc c'est absolument considérable. Le matin, dépêche sur place. Son journaliste, il s'appelle Henri de Corrab, pour les élections allemandes, et voici le récit de ce dernier. Vive le Troisième Reich, répète sans arrêt un individu en bras de chemise. Qu'est-ce que cela veut dire? Personne ne saurait y répondre. Ces gens descendent dans la rue par besoin d'acclamer. Ils cherchent un dieu, un empereur peut-être une religion. Deutschland erware, Allemagne, éveille-toi. Sur quelle promesse le parti nazi parvient à enrôler les foules, à se faire Dieu pour certains, comme l'écrit le journaliste nazi? Que racontent ces papiers de l'époque? Parce que, je le précise, moi j'ignorais complètement toute cette frange-là du journalisme français. Et il raconte comment déjà, est-ce qu'il raconte les arguments politiques du parti nazi? Pas totalement. Il raconte une Allemagne qui est vraiment violente. C'est quelque chose qui m'a frappé, et c'est quelque chose qui frappe certains journalistes, c'est la violence quotidienne en Allemagne. On meurt pour les idées politiques. On se tue entre communistes et nazis. Il raconte aussi la pauvreté. Comment l'Allemagne, qui a été le premier pays en Europe à avoir été touché par le crash de 29, comment on meurt de faim. Comment on meurt de faim en Allemagne. Et c'est sur ce contexte-là que si le parti nazi a proposé pas des solutions, il a proposé un monde nouveau. C'est ce que dit à un moment un journaliste, Daniel Guérin, qui compare en fait les deux grands courants à l'époque, qui sont le Parti communiste et le Parti nazi, à l'automne 32. Il raconte deux mondes nouveaux. Ouais. Il parle aux émotions. Et c'est ça aussi qui a joué dans ce moment-là et dans ce tournant où le parti nazi est devenu la première force politique du pays. Il n'y a pas que les émotions, il y a les faits également. Dans les années 30, le parti d'Hitler est ouvertement raciste. On parle de soulèvement raciste. Ce sont des reporters du Chicago Daily qui parlent de soulèvement raciste. Pourquoi ça ne fait pas davantage de bruit? Parce que c'est l'époque qui est comme ça aussi. C'est ça qui est terrible. Effectivement, Adolf Hitler, dans ses discours, l'antisémitisme qui était très présent dans la période avant 23 et de 23 jusqu'à 28, et recouverte. Ça allait être ma question. Pendant les dernières années, je précise pour tous les gens qui ont passé histoire l'an dernier au bac, c'était les dernières années de la République de Weimar. Ils sont rares, les journalistes étrangers, qui évoquent les actes antisémites. Pour quelle raison? Est-ce qu'ils ne savaient pas? Ou alors est-ce qu'ils passaient cela sous silence, avec le sous-texte? Est-ce qu'il y avait un antisémitisme larvé à l'époque des patrons de journaux ou des rédac-chefs qui étaient à Paris? Oui, comme l'ensemble d'une partie de la population de l'époque. En fait, il y a des articles que là... Moi, j'ai choisi d'utiliser ces témoins pour raconter l'Allemagne. Et certes, je mets en avant certains articles. Henri de Corrab, Maurer expliquent des actes antisémites du parti nazi. Dès septembre 30, octobre 30, l'entrée des 100 premiers députés nazis au Parlement, en même temps à Berlin, il y a des descentes dans les quartiers juifs. En octobre 30. Et donc ils le racontent, ils en parlent. Dorothy Thompson, dans son long entretien, elle ne parle pas seulement du corps d'Hitler. Elle parle aussi de Mein Kampf, elle parle aussi du programme. J'ai mal posé ma question. On a l'impression, à entendre le doc, mais peut-être que ce n'est pas vrai, que ces papiers qui dénonçaient l'antisémitisme et les actions antisémites étaient presque, si j'ose dire, minoritaires. Sans doute. Que c'était pas la chose qui était la plus relayée. Ça faisait pas la une. Voilà. C'était pas l'angle. Ce n'était pas l'angle. C'était une partie. Alors après, c'est aussi, par rapport à la presse d'aujourd'hui, c'est des reporters qui font des enquêtes qui durent pendant plusieurs semaines. Donc il y a des articles chaque jour. Donc à chaque fois, ils trouvent un angle, un lieu,
et effectivement, la question des violences antisémites qui sont présentes avant l'arrivée d'Adolf Hitler à la chancellerie. Est-ce que c'est un événement parmi d'autres, malheureusement. D'une manière générale, parce que vous avez évidemment tout lu, il faut faire des choix quand on fait un documentaire, est-ce que d'une manière générale, est-ce qu'on peut faire de la téléologie? Est-ce qu'ils avaient vu le coup venir, si j'ose dire? Est-ce qu'ils avaient vu Hitler accéder au pouvoir? Je vais faire un tout petit parallèle avec Donald Trump. Je me souviens, non seulement Donald Trump a été élu, il a gagné la présidentielle, mais personne n'y croyait, et surtout, au moment où il briguait la candidature pour les Républicains, tous les éditorialistes américains, français disaient il n'a aucune chance. Que disait la presse étrangère à l'époque de l'ascension voulue d'Hitler? Eh ben, en fait, il y a une partie de la réponse dans votre question. Les éditorialistes, certains, pensaient qu'il pouvait arriver au pouvoir, notamment après l'élection présidentielle, pendant l'été 32. Parce que mécaniquement, par rapport à l'organisation politique de l'Allemagne, c'était possible. Est-ce qu'ils ont vu la catastrophe, c'est-à-dire la dictature? Non, parce qu'on ne l'annonce pas. Une dictature, ça ne s'annonce pas. Il n'y a pas une grande date, une grande célébration. Vous dites même, je cite de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté, il y a quelqu'un qui dit, mais c'est quoi cette histoire de Troisième Reich? Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il y avait 2 Reichs qui étaient dans l'histoire. Ouais. Je ne me souviens plus, je ne connais pas assez bien l'histoire de l'Allemagne, il y a plusieurs, il y avait un millénaire dans le premier Reich, je ne sais plus quand c'était. Et là, Hitler parle de Troisième Reich et il dit, ce type est complètement fou et c'est un illuminé. Oui, mais ce qu'ont vu ces journalistes, ils ont vu qu'ils pouvaient arriver au pouvoir et ils ont vu aussi les hors-champs presque. Parce que Tim Maurer, qui est un correspondant, lui, du Chicago Daily News, qui est un correspondant permanent, il explique très bien les hors-champs. Il sort un ouvrage en janvier 1933 où il explique là, et c'est là c'est un bon témoin, mais c'est un bon journaliste. Lui, il a senti les choses, il a vu les choses. Il raconte notamment les premiers boycotts dès l'automne 1932. Où il raconte que c'est présent, et ce qui sera finalement la norme quelques mois plus tard. Non seulement Joseph Kessel parle dans votre documentaire, mais on entend sa voix, la voix de Kessel, c'est un document, on marque une courte pause, on va démarrer avec ça, on est avec Jean Bulot, avant la catastrophe, ce sera diffusé vendredi à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire, notez-le, vous pouvez même déjà programmer un enregistrement si vous avez un dîner vendredi. A tout de suite dans Culture Média. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jean Bulot, il signe un documentaire qui va passer sur la chaîne Toute l'Histoire vendredi à 20h40. Le titre Avant la catastrophe. La catastrophe, c'est l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Et l'année 32 marque un tournant dans l'histoire avec la tenue de plusieurs scrutins, dont la présidentielle allemande. On va entendre un document, je vous l'ai promis, le voici. Cette année-là, le journaliste français Joseph Kessel écrit dans Le Matin. Et on écoute, c'est la voix de Kessel. Un homme était apparu dans la vie de l'Allemagne, un homme alors complètement inconnu, qui s'appelait Adolf Hitler. Il avait réuni autour de lui des hommes de tout acabit, avait écrit un livre qui s'appelait Mein Kampf, qui était devenu la Bible de ces hommes et de ce parti, et avait commencé de secouer l'Allemagne pour arriver au pouvoir. C'est assez édifiant d'entendre la voix de Joseph Kessel. Vous avez travaillé à base de beaucoup d'archives, des archives françaises, des archives allemandes. Et des archives américaines. Mais cette archive, c'est une archive française. C'est un entretien qu'il a donné à la fin des années 50 pour l'ORTF. Et c'est le seul moment aussi où c'est un des témoins qui parle après les événements. Parce que c'est l'une des forces aussi de ces articles, c'est que tous les articles sont écrits au temps présent. Bien sûr. Ils ne savent pas ce qui se passe après. Nous, on peut le voir. On sait ce qui s'est passé après. On connaît la catastrophe et on sait comment tout ça s'est déroulé. Et là, c'est pas le cas. Et donc, effectivement, il y a un gros travail. Et c'était l'une des surprises de ce travail, c'est de découvrir autant d'archives, images, photos et films de cette période de 1930 à 1933, notamment des archives américaines sonores, des élections et des élections de 1932. Où on voit Hitler comme un homme politique. Et c'est ça aussi la différence par rapport aux autres documentaires, c'est qu'on ne voit pas la figure du dictateur. On voit l'homme politique, il essaye de convaincre. Toutefois, cette année-là, 32, marque le début des premières craintes des correspondants étrangers. On repense au son de la journaliste Dorothy Thompson qu'on a entendu au début de l'entretien. Même s'ils ne le voient pas comme un dictateur, ils se rendent compte que ce n'est pas un homme politique comme un autre. Oui, et en plus, c'est le moment pendant l'élection présidentielle, donc pendant le printemps, où il est au deuxième tour.
Donc le parti qui ne représentait rien en 28, qui fait son entrée en 1930, devient une menace. Et l'idée qu'un jour il devienne chancelier devient possible. Ce qui frappe également, c'est la dichotomie entre la vision qu'ont les reporters français et la réalité sur place en Allemagne. Joseph Kessel, qu'on vient d'entendre, ne cesse de dire qu'il s'étonne, je le cite, du sang qui ne se compte plus dans Berlin, alors que la population allemande ne semble pas s'en émouvoir. Pourquoi cette différence de perception ? La vie était très très dure en Allemagne à ce moment-là. C'était les conséquences des dommages de guerre qu'ils devaient payer. Alors, il y a les dommages de guerre, effectivement, qui reviennent beaucoup en plus pendant les meetings. Il y a la crise de 29. Toute l'économie allemande est liée en fait à l'économie américaine, donc c'est le premier pays touché. Et c'est un pays où, effectivement, le sang qui ne compte plus, c'est le titre du premier article de Kessel. Chaque parti a une milice armée. Donc nous, on a l'image des SA, mais les autres partis aussi ont des milices, et ils se battent et ils meurent. Pendant l'été 32, donc pendant l'élection qui suit, l'élection législative, on compte plus de 100 morts. 100 morts dans un mois. Non seulement ils meurent, mais en plus, ce qu'on voit, c'est que les cérémonies de décès, les enterrements, ça donne lieu à du spectacle. Exactement. C'est la société du spectacle. On pense à Debord. Ils mettent en scène les cercueils portés à bout de bras par leurs camarades. Il y a ça, il y a le corps qui est mis en scène, mais il y a aussi, ce sont des jeunes. Ce sont des parties où la jeunesse est très importante. Mais ce sont des jeunes, enfants enfants des soldats des tranchées. Et donc l'Allemagne aussi, il y a beaucoup dans la rue, on voit les blessés de la Grande Guerre. Et donc il y a quelque chose aussi de l'idée du combat, de la guerre, du rassemblement. Et c'est ça aussi qu'a offert le parti nazi à ces jeunes hommes qui n'avaient plus de travail, qui étaient au chômage, de retrouver de la fierté, retrouver un corps, une association, quelque chose pour eux. Je résume à grands traits, le 10 avril 1932, von Hindenburg est réélu, mais Hitler a convaincu 2 millions d'électeurs. Il y a des affrontements qui éclatent, vous avez dit pourquoi et comment. Les journalistes étrangers commencent à craindre celui qui voudrait être chancelier, Adolf Hitler. Mais lorsqu'Hindenburg est réélu, il assure que jamais il ne nommera Hitler chancelier. Et en novembre 1932, pour la première fois, le Parti national-socialiste perd des électeurs. Et là, on va entendre une lecture de quelques lignes. C'est un article de Léon Blum, immense figure française. Léon Blum, dans le journal Le Populaire, il écrit ceci, c'est daté du 8 novembre 1932. Hitler est désormais exclu du pouvoir. Il est même exclu, si je puis dire, de l'espérance du pouvoir. Exclu de l'espérance du pouvoir, on peut dire qu'il s'est trompé. Il était complètement à côté de la plaque. Mais avait-il raison quand il écrivait ces mots ? À l'époque, il avait raison. Il avait raison, et c'est aussi là la vision de l'éditorialiste Léon Blum. Nous, on l'a comme homme politique, mais là, c'est l'homme de presse. Et à ce moment-là, le président allemand refuse, et Hitler refuse, de rentrer dans une coalition s'il n'est pas chancelier. Donc, tant que le président refuse de lui demander de créer un gouvernement, il ne pourra pas être au pouvoir. Et finalement, ce qui va jouer pendant cet automne 32, c'est pas seulement le fait que ça soit le premier parti politique en Allemagne à ce moment-là, c'est aussi qu'il a dû trouver des alliés. Et là, c'est la droite qui lui a offert finalement une coalition, et l'ancien chancelier Von Papen qui explique que finalement il peut être chancelier, et que c'est ce que dit Johann Chapoutot, donc l'historien qui intervient dans le film. Il espérait même en faire une marionnette. Et sauf que c'est toujours dangereux quand on pense que l'extrême droite peut être une marionnette d'une coalition, et c'est ça qui s'est joué à ce moment-là. Merci beaucoup. La suite, malheureusement, on la connaît. Ce qui est très intéressant, c'est avant l'accession d'Hitler au pouvoir. Ça s'appelle Avant la catastrophe, votre documentaire Jean Bulot. Ce sera vendredi à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, on sera avec Louise Aubry. Elle est suivie par 800 000 personnes sur les réseaux. Elle a créé le site plateforme My Better Self, une marque de lingerie. Elle publie un livre, Manifeste néo-féministe, qui en est déjà à 15 000 ventes, comme une sorte de mystère. Et puis, on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1.